Bienvenue dans cette formation d'une heure dans laquelle vous allez apprendre tout ce qu'il vous faut pour faire vos premiers programmes en C. Comme d'habitude, je vais vous proposer des exercices pratiques après chaque section théorique qu'on va voir ensemble. Mais avant de commencer, il faudra que vous ayez 2-3 choses en prérequis. D'abord, il va vous falloir un éditeur de code installé sur votre machine, celui que vous voulez. Moi, je vais utiliser Visual Studio Code. Aussi, vous devrez avoir accès à un terminal, que ce soit avec votre éditeur de code qui vient avec ou celui de votre système. Et finalement, vous devrez avoir un compilateur en C comme GCC ou Clang, ou bien celui de votre IDE si vous utilisez CodeBlocks par exemple. Si vous êtes sur Mac ou Linux, vous devriez déjà avoir tout ce qu'il vous faut, mais je doute que la plupart d'entre vous seront sur Windows. Et pour les gens sur Windows, il faudra installer vous-même un compilateur, mais c'est pas très compliqué. J'ai une vidéo dans laquelle j'explique comment installer un compilateur GCC sur Windows et configurer Visual Studio Code pour le faire fonctionner et pouvoir exécuter du code C en un bouton. La vidéo dure moins de 5 minutes et une carte devrait s'afficher à l'écran pour que vous puissiez la voir, et vous pourrez aussi trouver son lien en description. Mais si vous avez déjà un éditeur de code et un accès à un terminal avec un compilateur en C, vous avez tout ce qu'il vous faut pour pouvoir suivre ce tutoriel. Donc commençons sans plus tarder en codant notre premier programme en C. Le premier programme qu'on va voir ensemble en C, c'est un Hello World. Le Hello World, c'est le programme qu'on fait quand on apprend un nouveau langage ou une nouvelle technologie, et ça permet de voir rapidement à quoi ressemble la structure du langage. Donc en C, ça ne change pas. Créer un Hello World, ça va nous permettre de voir à quoi le code en C ressemble et comment faire un programme le plus minimal possible. En C, on a un point de départ pour tout notre code qu'on appelle une fonction, et elle a un nom bien spécifique qui est la fonction main. Pour déclarer une fonction main, on doit écrire le mot int suivi du nom main avec des parenthèses et puis des accolades ouvrantes et fermantes. C'est entre ces accolades qu'on va écrire la logique du code qui sera exécutée quand on lancera notre programme. Par exemple, là, si le but du programme c'est d'afficher la phrase Hello World, il nous faudrait une instruction qui permet de dire à l'ordinateur d'afficher Hello World. Pour ça, il y a plusieurs manières de faire en C, mais la manière que vous allez voir le plus souvent, c'est d'utiliser la fonction printf. Donc quand on parle de la fonction printf, c'est simplement le mot printf, des parenthèses, et puis dans ces parenthèses, on va mettre ce qu'on veut afficher. Là, on veut afficher la phrase Hello World, une phrase, une chaîne de caractères, ça se met entre double guillemets en C, et on va écrire Hello World. Ensuite, dans C, à la fin de chaque ligne, chaque instruction, on va mettre point-virgule pour dire que l'instruction est finie. Et puis, pour faire les choses proprement, on peut aussi retourner 0. Retourner 0, c'est par convention pour permettre à l'ordinateur de savoir que le programme s'est bien passé. 0 ici, ça sera le signal de sortie. Et si vous vouliez par exemple avoir une bonne gestion d'erreurs, on pourrait faire que à un moment dans notre programme, s'il y a une erreur, on retourne une autre valeur que 0, comme 1 par exemple. Et à ce moment-là, 1 sera le code de sortie d'erreur. C'est pas très important à retenir. Sachez juste que par convention, la structure d'un programme en C par défaut, c'est globalement ces 3-4 lignes-là. Nous, on veut afficher Hello World, et en C, il n'y a vraiment pas grand-chose qui vient de base avec le langage. Même la fonction de printf n'est pas incluse de base dans le langage. Donc, il faut importer du code externe pour pouvoir utiliser la fonction de printf dans notre code. Et on peut faire ça en faisant include chevron stdio.h. Maintenant, on a un programme fonctionnel. Pour pouvoir le compiler, je vais utiliser le compilateur que j'ai, qui est Clang, mais qui a un alias avec GCC. Et la commande pour compiler un programme, car en C, avant de pouvoir exécuter le programme, on doit le compiler. C'est juste une étape supplémentaire, si vous venez dans votre langage. Mais globalement, c'est la même chose. On doit juste créer un fichier binaire, et c'est ce fichier binaire qu'on va exécuter. Donc, le nom de mon fichier, c'est helloworld.c. Là, si je fais juste gcc helloworld.c, j'aurai un nouveau fichier qui vient d'être créé, qui est a.out. Et si j'exécute a.out, je vois que j'ai bien ma phrase Hello World qui s'affiche. J'aurais aussi pu donner un nom à mon exécutable, à mon fichier binaire que je viens de créer. Pour ça, j'aurais fait gcc hello world et puis -o pour output. Disons que je vais appeler mon fichier binaire hello world. Et ben maintenant, j'ai aussi un fichier hello world qui est créé et qui fait la même chose que mon fichier a.out. A.out, c'est donc le nom du fichier exécutable par défaut quand on ne précise pas un nom de sortie spécifique qu'on a envie d'utiliser. Donc là, si on voulait un petit peu améliorer notre programme, par convention, c'est mieux de mettre void ici entre parenthèses. Void, ça veut dire que on reçoit rien entre parenthèses. C'est un type pour dire absence de type. C'est pas grave si vous l'oubliez, mais je vous conseille de prendre l'habitude de le mettre. Aussi, à droite de notre Hello World, on a un signe pourcentage avec des pixels qui sont inversés, avec fond blanc
et texte en couleur noire, c'est parce que là, on n'a pas de retour à la ligne. Mon terminal est suffisamment intelligent pour savoir qu'il doit mettre un retour à la ligne, mais peut-être que vous avez cette partie-là du terminal directement à droite de la phrase Hello World, et c'est parce que printf n'affiche pas les retours à la ligne de base, et on doit les ajouter nous-mêmes, ce qu'on peut faire avec \n. Maintenant, si je lance de nouveau GCC et que je relance mon fichier Hello World, j'ai bien juste ma phrase qui s'affiche et j'ai plus ce signe bizarre à la fin, car mon terminal a bien reçu le retour à la ligne. Donc voilà, ça c'était la structure de base d'un programme en C. Maintenant, allons un petit peu plus loin avec les concepts de type et de variable. Je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler variable.c et puis je vais recréer la structure de base d'un fichier en C, donc int main void avec les accolades, retourner 0 et puis maintenant je vais pouvoir déclarer un nouveau concept. Pour le moment, on a fait un printf hello world dans lequel on a affiché une chaîne de caractères et pour que ça fonctionne, il fallait include stdio.h, mais ce programme n'est pas très utile, on affiche juste une chaîne de caractères. Ce qu'on va vouloir faire en codant, c'est manipuler déjà plusieurs types de données, pas seulement des chaînes de caractères, et puis de pouvoir créer, lire, modifier et supprimer des données. Et on va pouvoir faire tout ça avec un concept qui s'appelle une variable. Une variable, c'est souvent expliqué comme une petite boîte dans laquelle on met de la donnée. Et en C, on doit préciser leur type. Et on va voir 3 types de données. Le premier type de données qu'on va voir, c'est en fait un type qu'on a déjà vu, c'est le type entier avec le mot-clé int. Quand on retournait 0, on devait utiliser le mot-clé int ici pour dire que ce qu'on retourne de la fonction, ça va être une donnée de type entier. Et la donnée de type entier en question, c'était notre 0 ici. On peut nous-mêmes créer des variables pour les entiers, donc tous les nombres entiers simples. Et pour créer une variable qui contient un entier, on peut l'appeler comme on veut et puis lui attribuer une valeur entière, par exemple. En plus des nombres entiers, on peut avoir des nombres à virgule ou des nombres flottants. Et il y a un type pour ça, c'est le type float. Float, c'est donc le type que vous allez utiliser à chaque fois que vous voulez manipuler des nombres à virgule. Et puis, comme troisième type primitif en C, on a le type char et qu'on va utiliser pour les caractères. Donc là, j'ai utilisé des simples guillemets car on a une seule lettre. En C, les caractères et les chaînes de caractères, c'est pas la même chose. Une chaîne de caractères, on la met entre double guillemets et une lettre seule, c'est entre simples guillemets. D'ailleurs, en C, il n'y a pas de type de variable pour définir des chaînes de caractères de base. Pour faire ça, on va devoir utiliser des tableaux de lettres, donc un ensemble avec plusieurs lettres, et c'est pas considéré comme un type primitif en C, et on verra ça plus tard quand on verra les tableaux et les chaînes de caractères en C. Maintenant, disons que je vais afficher ces valeurs avec printf, je pourrais naïvement me dire que pour afficher la valeur de l'entier, j'ai juste à faire printf et puis entier, mais là, si je compile mon nouveau programme, j'ai une erreur qui me dit qu'il y a un problème de conversion avec int et puis un type qui s'appelle const char étoile. Pour le moment, on ne sait pas ce que c'est, mais en fait, c'est ça le type pour les chaînes de caractères qu'on verra plus tard. Donc, je peux pas afficher l'entier en faisant printf entier directement, car la fonction printf prend toujours une chaîne de caractères en premier paramètre et puis une infinité de paramètres après. Printf, c'est la fonction pour afficher des choses de manière formatée, printf, et ce formatage se fait avec des codes de type. Par exemple, pour les entiers, c'est %d. Maintenant, c'est une chaîne de caractères. Si vous vous rappelez, dans mon Hello World, j'avais ajouté un \n pour le symbole d'échappement de retour à la ligne. Et maintenant, si je réessaye de compiler mon programme, je n'ai plus d'erreur. Ça m'a créé un fichier a.out et mon programme m'affiche bien 10. Pour afficher un nombre flottant, c'est presque la même chose. Sauf qu'à la place de %d, on va utiliser %f et que on veut afficher notre variable flottant, donc on passe flottant plutôt qu'entier. Et là, on va de nouveau compiler le fichier, l'exécuter. Je vois que j'ai bien 10 et puis 3,14 qui s'affichent, mais avec 3,14, j'ai 6 nombres après la virgule. C'est le nombre de décimales qui est de base affiché en C. Et pour spécifier un certain nombre, je peux par exemple mettre .2 pour spécifier que je ne veux que 2 nombres après la virgule. Maintenant, si je sauve mon programme, je compile et j'exécute, je vois que j'ai bien uniquement 2 nombres après la virgule. Pour les caractères, c'est presque pareil, sauf qu'à la place de %d, on va avoir %c, C comme caractère, et je peux passer ma variable caractère, exécuter et lancer mon programme, et là je vois que j'ai bien ma chaîne de caractères qui s'affiche. Donc, dans ces chaînes de caractères, on peut mélanger des chaînes de caractères avec les codes de format, mais on peut aussi afficher autant de variables qu'on veut. Donc, je pourrais tout mettre sur une seule ligne et lui passer entier,
flottant et caractère. Maintenant, si je compile et lance mon programme, j'ai bien une seule chaîne de caractères qui s'affiche avec entier, la valeur d'entier, flottant, la valeur de flottant, et char avec la valeur de caractère. Donc voilà en gros comment utiliser la fonction printf. À tout moment en C, vous pouvez trouver plus d'informations sur la fonction printf en regardant sa page de description sur internet et aussi en fonction de votre système d'exploitation. Je sais que sur Mac et Linux ça fonctionne, je suis pas sûr sur Windows, ça dépend peut-être du compilateur que vous avez installé, mais il y a ce qu'on appelle les pages de manuel, les man pages, et vous pouvez lancer une page de manuel en tapant man et puis le concept que vous voulez en C. Si je tape par exemple man printf, je vois que j'ai une page de manuel qui s'affiche, mais là ça ressemble pas trop à ma fonction en C, on dirait plutôt une commande de base. D'ailleurs dans le titre il est mis General Commands Manual, donc c'est un manuel pour une commande et je suppose que avec un système Unix, si je tape printf et puis bonjour, j'ai bien la chaîne de caractères bonjour qui s'affiche. Comme les systèmes d'exploitation ont été codés en C, il y a beaucoup de similitudes et de noms qui se ressemblent entre les commandes Unix et puis le code en C. Et donc moi, je veux pas la page de manuel pour la commande printf, mais je veux la page de manuel pour la fonction printf en C. Et donc je peux aller chercher d'autres pages de manuel, disons man2, il n'y a rien pour man2, donc je vais plutôt utiliser man3. Et là, je vois que j'ai une fonction de librairie, mais on voit que j'ai plutôt quelque chose qui ressemble à ce qu'on utilise en C, qui est printf puis des parenthèses. Et là, dans la description, je vois que printf formate ses arguments en utilisant la fonction routine, fonction format, et qu'il faut aller voir format pour les informations à propos des options pour le formatage. Et puis en bas, je vois que j'ai voir aussi format 3. Si je fais man3 format, là on voit que j'ai beaucoup plus de choses. Et par exemple, si je cherche pourcentage %d, je vois que ça output un entier comme un nombre entier. Si je cherche maintenant pourcentage %f, je vois que j'ai une description qui insère un nombre flottant en f format. F format, c'est un système de formatage pour définir combien de nombres on veut à gauche et à droite de la virgule, et puis si on veut des espaces pour que ces nombres aient toujours la même longueur, par exemple. À tout moment, vous pouvez retrouver ces pages de man. Si vous voulez en français, vous pouvez chercher man printf en français sur Google, et je suis sûr que vous allez trouver l'équivalent de cette page et en français, parce qu'il y a plein de gens qui ont fait des traductions qui sont aussi techniquement installables sur votre machine, si vous voulez avoir toutes ces pages de man en français. Maintenant, on sait comment afficher des choses et on a vu les 3 premiers types de valeurs, de variables qu'on peut afficher. Maintenant, ça serait bien de pouvoir lire des choses. Ça veut dire que quand on lance notre programme, que l'utilisateur puisse interagir avec, qu'on lui demande son âge par exemple, ou n'importe quelle autre valeur numérique ou alphabétique, et qu'on puisse stocker ça dans des variables. Pour ça, je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler lire.c, et dans ce fichier, je vais prendre l'habitude de réécrire ma structure de base pour le main, avec main void des accolades return 0. Et puis, il faut pas oublier d'include stdio.h car on va utiliser printf. Printf qui nous permet donc d'écrire des choses à l'écran. Mais maintenant, on va aussi utiliser la fonction opposée à printf qui, elle, nous permet de lire des choses à partir du clavier. Et cette fonction, c'est la fonction scanf. Scanf prend aussi un certain nombre d'arguments et vous pouvez retenir qu'on utilise les mêmes codes pour scanf que pour printf. Donc disons qu'on veuille lire un nombre, il va falloir faire pourcentage %d. Puis ici, on va devoir passer quelque chose. Cette chose, ça sera presque une variable dans laquelle on va stocker l'entier qu'on a lu ou la valeur qu'on a lue. Donc si on fait int nombre, on peut déclarer la variable. On peut aussi demander à l'utilisateur d'entrer un nombre. Et puis, ce qui serait bien, c'est qu'une fois qu'on a lu le nombre, il faudrait qu'on puisse afficher le contenu de la variable nombre en faisant nombre, par exemple, nombre égal pourcentage %d, et puis donc on doit passer nombre à printf pour qu'il sache quel nombre il doit formater. Donc on a ce programme, mais ce programme ne va pas fonctionner car il nous manque une chose qui est que scanf prend pas la valeur de la variable nombre, mais il prend son adresse. Pour garder les choses simples maintenant, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est une adresse en C. Sachez simplement que chaque variable vit quelque part dans la mémoire et qu'il y a une référence, un nombre qui sera en hexadécimal et qui nous permet de savoir où se trouve la variable en mémoire. Pour faire fonctionner scanf, pour le moment, tout ce que vous devez retenir, c'est qu'il faut ajouter le symbole et le symbole éperluette à gauche de la variable qu'on veut avec scanf. C'est pas grave si vous l'oubliez, vous aurez juste une erreur. D'ailleurs, on va tester ça ensemble. Si je fais lire, voilà, j'ai un warning qui me dit que
Le format spécifié, c'est int étoile et que on lui a plutôt passé un int. Donc on verra plus tard les notions de pointeur et tout ça. Pour le moment, retenez que si j'ajoute le symbole et, maintenant j'ai plus d'erreur et quand je lance mon programme, j'ai bien la phrase entrer un nombre qui s'affiche. Si je mets 10, ensuite mon second printf m'affiche bien nombre égale 10. Avec ça, vous savez manipuler 3 types de variables, des entiers, des nombres à virgule et des caractères uniques. Vous savez afficher des chaînes de caractères avec ces 3 types de variables dedans. Et vous savez aussi maintenant utiliser scanf pour pouvoir lire depuis le clavier ces variables. Et on a vu un exemple avec un entier, mais ça fonctionne pareil pour les nombres à virgule et les caractères. Donc maintenant, je vous propose de faire un premier programme. Et ce premier programme, ça va être un convertisseur de degrés Celsius en degrés Fahrenheit. Le programme va demander à l'utilisateur la température et puis il va la transformer et afficher une phrase qui contient l'équivalent avec ces degrés en Fahrenheit. Donc je vous invite à faire ça. En indice, ça va beaucoup ressembler à ce qu'on a fait maintenant, sauf qu'il va falloir effectuer des opérations mathématiques pour transformer la température de degrés en Fahrenheit. Et je vous invite à essayer de découvrir vous-même comment faire. Sinon, les opérations arithmétiques, c'est ce qu'on va voir juste après. Mais là, vous avez tout ce qu'il vous faut. Il vous manque juste cette pièce du puzzle pour pouvoir faire ce programme en entier. Donc je vous invite à chercher quelle est la formule pour transformer des degrés Celsius en degrés Fahrenheit, et puis comment représenter ça en C. Je vous laisse une seconde pour mettre la vidéo en pause et essayer de faire le programme vous-même, et sinon je vous propose une implémentation possible. Donc voilà, j'espère que vous avez mis la vidéo en pause et que vous avez essayé de faire l'exercice. Sinon, voici une solution pour transformer des degrés Celsius en degrés Fahrenheit. Donc comme d'habitude, je vais faire un int main void pour avoir le point d'entrée de mon programme en C. Ensuite, j'aimerais bien faire deux choses. Demander à l'utilisateur d'entrer les degrés en Celsius et puis afficher les degrés en Fahrenheit. On a vu que pour lire des choses depuis le clavier, on utilisait scanf et puis pour afficher des choses, on utilisait printf. Je vais aussi afficher une phrase pour demander à mon utilisateur de saisir une température. Donc disons entrer les degrés en Celsius. Dans mon scanf, je vais récupérer la température qui sera pas un nombre entier mais plutôt un nombre flottant. Et pour ça, je vais avoir besoin d'une variable pour laquelle on doit passer l'adresse. Je vais appeler la variable température et je dois la définir. Donc ça sera un float température. Et puis finalement, je vais afficher ce que contient ma variable température en faisant pourcentage point 2f pour avoir deux nombres après la virgule, degré Celsius, fond, et puis pourcentage point 2f degré Fahrenheit. Et maintenant, c'est là que les choses se compliquent. Pour la première valeur, c'est simplement température. Par contre, pour la deuxième, il me faut la formule pour transformer les degrés Celsius en Fahrenheit. Et puis, il faut surtout que je puisse l'exprimer en C. On va voir ça juste après, mais on peut faire des calculs simples en C avec certains symboles. Donc là, par exemple, avec la formule pour transformer des Celsius en Fahrenheit, si je voulais l'adapter en C, on peut faire température fois 1.8, 1.8 étant 9 divisé par 5, plus 32. Maintenant, si je compile mon programme, je vois que j'ai une erreur car j'ai oublié d'ajouter include stdio.h. Je relance la compilation de mon programme et puis je relance mon programme. J'entre des degrés en Celsius, disons 37. Et là, j'ai bien la phrase 37 degrés Celsius font 98,60 degrés Fahrenheit. J'ai oublié le retour à la ligne, donc je l'ajoute et ça me semble correct. Donc voilà, vous avez fait votre premier programme en C. Et maintenant, on va pouvoir passer au concept suivant, qui sont ces opérateurs arithmétiques. Je crée donc un nouveau fichier que je vais appeler arithmétique.c. Et dedans, encore une fois, on va faire int main void. On va return 0, comme à chaque fois. Et puis, on va sûrement utiliser des printf. Donc, je vais déjà include stdio.h. Et maintenant, on va pouvoir voir les différentes opérations qu'on peut faire sur les nombres. Donc, prenons deux nombres pour cet exemple avec A et B. Je peux faire int A et lui assigner la valeur 10 par exemple. Et puis pareil pour B à qui j'assigne la valeur 5. À noter que là, j'ai écrit int une seule fois et puis j'ai assigné deux valeurs à deux variables différentes. En C, on peut faire int A égale 10, int B égale 5, ou bien cette forme-là, ou bien même int A et puis B et puis seulement dire A égale 10, B égale 5. Et on peut aussi déclarer individuellement chaque variable et puis assigner sa valeur après. Là, on va juste écrire ça comme ça. Et puis on va voir les différents opérateurs arithmétiques. Donc on peut faire la somme de deux nombres en faisant A plus B. On peut avoir la différence de deux nombres en faisant A moins B. On peut aussi avoir le produit de deux nombres en faisant A fois B. On peut aussi faire des divisions. Là, on aura sûrement des nombres à virgule, donc je vais utiliser le type float. Et puis, il y a un autre opérateur
arithmétique de base qui est un peu moins évident, qu'on appelle le modulo. Modulo, c'est simplement le reste de la division. Par exemple, si on avait int modulo et qu'on faisait 5 modulo 3, si on divise 5 par 3, dans 5, il y a une seule fois 3 et il y a aussi un reste de 2. Donc 5 divisé par 3, on a l'entier 1 avec un reste de 2. Et donc 5 modulo 3, ça ferait 2. Ensuite, on peut afficher tout ça avec des printf. On peut faire printf pourcentage d backslash n pour la somme. Pareil pour la différence, le produit, le quotient, modulo, qui est en fait le reste. Et ici, on a juste le quotient qui sera égal à 2 divisé par 5, mais j'ai mis un float, donc je vais bien mettre pourcentage f. Et maintenant, je peux gcc mon fichier et l'exécuter. Et là, on voit que j'ai bien la somme qui est 10 plus 5, ça fait 15. On a la différence, 10 moins 5, ça fait 5. Le produit, 10 fois 5, ça fait 50. Le quotient, 10 divisé par 5, ça fait 2. Et puis le reste avec modulo, 5 divisé par 3, ça fait un modulo de 2. Avec ça, on peut faire donc plein d'opérations mathématiques en C. Maintenant, on va avoir d'autres types d'opérateurs qui seront les opérateurs de comparaison et les opérateurs logiques. Pour ça, je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler if.c et dedans, je vais faire ma structure de base, int main void, return 0. On va afficher des choses, donc je vais include stdio.h. Mais disons qu'on veuille un programme qui demande à l'utilisateur d'entrer un nombre et puis on va avoir des informations sur ce nombre. Est-ce que le nombre est positif, négatif, égal à 0? Eh bien, on peut faire ça en faisant donc un scanf qui va vous demander un entier qu'on va appeler nombre. On doit donc passer l'adresse de ce nombre. On ne doit pas oublier de le déclarer. Et puis, on va aussi afficher un printf avec une phrase qui invite l'utilisateur à entrer un nombre. Et puis maintenant, j'aimerais bien afficher une information sur le nombre. Et pour ça, il faudrait que je puisse avoir une structure de contrôle qui me permet d'exécuter du code en fonction de la valeur du nombre. Et bien, en C, il y a 6 opérateurs de comparaison de base qui nous permettent de faire ça, qui sont les doubles égales pour tester deux choses ensemble, par exemple 5 égale 3. Et le résultat de cette comparaison, ça sera ou bien 0 ou 1. Si c'est égal à 0, ça veut dire que c'est faux, comme 5 égale 3 par exemple. 5 n'est pas égal à 3, donc ça renverra 0. D'ailleurs, on peut tester ça dans un printf. Vu que ça va envoyer soit 0 ou 1, qui sont des entiers, on peut tester avec pourcentage d. Et puis, je vais afficher en texte brut la condition qu'on teste, 5 égale 3. Pour le moment, je vais ignorer le scanf et le nombre. Ce qu'on peut faire avec des commentaires. En C, on peut écrire des commentaires de deux manières différentes, soit avec 2 slash pour écrire des commentaires sur une seule ligne, et tout ce qui sera à droite de ces doubles slash seront ignorés par le compilateur et considérés comme du texte. Et je peux aussi avoir des commentaires sur plusieurs lignes avec slash étoile. Donc là, je vais commenter le code car j'ai envie qu'il soit ignoré par le compilateur quand je vais lancer mon programme maintenant. Je peux sauver ce code et puis compiler if.c, l'exécuter, et j'ai bien 5 égale 3 donne 0. On peut faire pareil pour les autres conditions. On a vu le double égal pour tester si deux choses sont égales. Il y a aussi différent de 5 différent de 3 donne, et là si tout se passe bien, on devrait voir que c'est vrai, 5 est bien différent de 3, et la valeur pour vrai c'est 1. Donc 5 différent de 3, ça donne bien 1. Ensuite, on a plus petit que, en faisant chevron vers la gauche, et là on peut tester est-ce que 5 est plus petit que 3? Non. On a pareil pour plus grand que. Est-ce que 5 est plus grand que 3? Oui. Donc si on teste, normalement, on devrait voir que 5 égale 3 donne faux, 5 différent de 3 donne vrai, 5 plus petit que 3 donne faux, mais 5 plus grand que 3 donne vrai. En plus de strictement plus petit que et strictement plus grand que, on a aussi plus petit ou égal à et plus grand ou égal à. Donc 5 plus petit ou égal à 3, c'est faux. Mais si plutôt que 5 et 3, je teste 5 et 5, 5 plus grand ou égal à 5, ça devrait donner vrai. Ce qu'on peut vérifier comme ça. Donc, il n'y a pas de type booléen de base en C. En fait, c'est pas exactement vrai. Il y a une librairie qui s'appelle stdbool. C'est la librairie standard pour le type booléen. Mais en fait, ce que ça fait, c'est juste des alias, des macros pour remplacer les entiers. Par exemple, on peut avoir un type bool qu'on peut appeler test et qu'on va faire 5 égale 2. Et maintenant, on peut afficher la valeur de test. Et si j'essaye de mettre pourcentage d, ça devrait fonctionner. Parce qu'en fait, ça vaut 0, c'est faux. Et ça nous permet aussi d'avoir les mots-clés true
et false. Mais en fait, encore une fois, vrai et false, c'est juste des alias de 1 et 0. Donc c'est pas très intéressant. Je vous conseille de pas l'utiliser et de garder en tête que 0 c'est faux et 1 c'est vrai. Vous pouvez oublier les types true et false et garder la version 0 et 1 des booléens et on va continuer notre programme. Maintenant qu'on a vu ces comparaisons, comment est-ce qu'on pourrait faire que si le nombre par exemple est strictement plus grand que 0, alors on voudrait afficher avec printf le nombre est positif. Par contre, si le nombre était strictement plus petit que 0, on voudrait afficher le nombre est négatif. S'il était égal à 0, avec double égal, on pourrait mettre le nombre est 0. Et pour ça, on a les mots-clés if, else if et else, qui sont des structures de contrôle. Donc de quoi choisir ce qui va être exécuté dans notre code. Un bloc de if, à chaque fois un seul if, obligatoire. Il peut avoir autant de else if qu'il veut, et il aura un seul else. Il peut en avoir 0 aussi de else, mais il peut pas avoir plusieurs else. Parce que else, ça va être ce qui va s'exécuter si on est rentré dans aucune autre condition. Dans mon exemple ici, je pourrais dire que si if est plus grand que 0, alors je veux que ça s'exécute. Par contre, si nombre est strictement plus petit que 0, je veux que cette ligne s'exécute. Et puis ici, on a le choix. On peut soit faire un autre else if, sinon si nombre est égal à 0, le nombre est 0. Mais en fait, ça, on pourrait décider aussi que si le nombre est ni plus grand que 0, ni plus petit que 0, c'est qu'il doit être par défaut égal à 0. Et donc, par défaut, on peut afficher ça. Ce code en C fonctionnerait. J'ai pas mis les doubles accolades, mais je vous conseille de quand même les ajouter. Et donc, on va ajouter les accolades après pour chacune des instructions qu'on va exécuter. Donc là, reprenons le programme. On a un programme qui déclare une variable, qui affiche la chaîne de caractères entrer un nombre pour inviter notre utilisateur à rentrer un nombre, qui lit un nombre avec scanf, et puis qui compare ce nombre en regardant s'il est strictement plus grand que 0. Si c'est le cas, il va afficher la chaîne de caractères, le nombre est positif. En regardant s'il est strictement inférieur à 0. Si c'est le cas, alors le nombre est négatif. Et dans tous les autres cas, c'est que le nombre est égal à 0. Maintenant, je peux essayer de compiler mon programme. Compilons tout ça pour voir ce qui se passe. Maintenant, on me demande d'entrer un nombre. Je vais afficher 5. Là, mon programme m'affiche bien que mon nombre est positif. Si je relance mon programme et que je tape -5, là, mon programme m'affiche que mon nombre est négatif. Et si je fais 0, alors mon programme me dit que mon nombre est égal à 0. On va ignorer pour un moment tous les cas où on entre n'importe quoi. Là, en tapant n'importe quoi, j'ai le nombre est positif. Pour le moment, on va pas se prendre la tête avec la gestion d'erreurs. Sachez qu'il y a des moyens de tester tout ça. Mais là, j'essaie de garder les choses simples pour vous apprendre un maximum de concepts. La gestion d'erreurs, c'est quelque chose auquel vous allez vous confronter avec le temps et qui vous sera très utile plus tard. Avec ça, on connaît maintenant les 6 opérateurs de comparaison. Mais ce qui serait maintenant bien, c'est de pouvoir ajouter plusieurs comparaisons ensemble et on peut faire ça avec des opérateurs logiques. On va avoir deux opérateurs logiques ensemble qui seront le et logique et le ou logique. Dans le et logique, il faut que toutes les parties soient vraies pour que ça donne vrai. Et dans le ou logique, il faut qu'une seule des parties soit vraie. Voyons ça en faisant un printf qui va afficher le résultat booléen, donc 1 ou 0, qui sera un entier, pour des valeurs qu'on va tester. Par exemple, avec le et logique, comme je vous ai dit, il faut que toutes les parties soient vraies. Donc 1 égale 1 est vrai. Par contre, si on fait et logique, ça se représente avec deux symboles éperluettes. 0 égale 1, ça c'est faux. Et donc le résultat de cette expression, c'est vrai et faux, ce qui donne faux. Si je compile mon programme et que j'exécute, je vois que j'ai 0 qui est la valeur pour faux. Par contre, on a aussi le ou logique avec deux barres. Et là, le ou logique, il faut que soit l'un, soit l'autre ou les deux soient vrais. Et donc, dans notre cas, 1 égale 1, c'est vrai. 0 égale 1, c'est faux. Mais vu qu'on a besoin qu'un des deux pour que l'expression entière soit vraie, si je compile et j'exécute mon programme, je vois que j'ai bien vrai qui est représenté par cette expression. On peut avoir autant de et ou qu'on veut à la chaîne. Sachez juste qu'il y a une priorité sur ces expressions, ce qu'on appelle la précédence. C'est comme en mathématiques, si on considère qu'un et logique, c'est plutôt comme une addition, 1 plus 0, ça fait 1. Par contre, le et, si c'est plutôt comme une multiplication, 1 fois 0, ça fait 0. Et ben là, c'est pareil qu'en maths, ça veut dire que la précédence, ça sera plutôt ça. Donc là, si dans notre cas, on voulait tester 1 égale 1 ou bien 0 égale 1, et puis tester cette expression entière avec l'opérateur logique et 0 égale 1, il faudrait plutôt ajouter les parenthèses pour avoir la bonne priorité des opérations. Priorité des opérations qui, de base, serait plutôt comme ça. Et donc là, avec ou sans parenthèse, ça ne change rien au résultat de notre opération. Avec ces 6 opérateurs de comparaison et puis maintenant ces 2 opérateurs logiques que vous avez vus, je vous propose de faire un autre projet, le deuxième exercice
de cette formation, qui sera un programme qui affiche si une année est bissextile. Donc le programme va demander une année à l'utilisateur, puis il faudra tester des conditions pour voir si l'année est bissextile. Je vous invite à chercher ça sur Google. Et le programme rentrera dans une des conditions pour afficher si l'année est bissextile ou pas. Comme d'habitude, je vous invite à faire le programme par vous-même. Et donc je vous laisse une seconde pour mettre en pause. Et on se retrouve tout de suite pour une solution à ce problème. Donc on se retrouve pour faire le programme ensemble. Je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler bisextile.c et je vais toujours avoir la même structure de programme, int main void avec le return 0. Je vais très certainement lire et écrire des choses, donc je vais include stdio.h pour avoir accès aux fonctions printf et scanf. On doit tester une année, donc je vais déjà déclarer un entier année et puis je vais inviter l'utilisateur à rentrer une année en lui demandant d'entrer une année avec printf. Et puis, je vais lire cette année avec un scanf %d et puis l'adresse de la variable année. Maintenant, je vais avoir une série de conditions que je peux écrire. Si l'année est bissextile, j'affiche une phrase. Si l'année n'est pas bissextile, j'affiche une autre phrase. On pourrait aussi aller plus loin et dire que si l'année est trop vieille, trop ancienne, j'affiche invalide. Mais bon, ça c'est optionnel. Ce qui nous intéresse d'abord, c'est de savoir qu'est-ce qui constitue une année bissextile. Une année est bissextile si elle est divisible par 4 et qu'on a un résultat entier, mais pas par 100. Donc quand on la divise par 4, on doit avoir un entier, mais si quand on la divise par 100, on a aussi un entier, alors c'est pas bon. Sauf toutes les 400 années, donc si le quotient de la division par 400 donne un nombre entier, alors là aussi c'est une année bissextile. Avec les différents opérateurs de comparaison qu'on a vus, ça veut dire que si l'année modulo 4, quand on la divise par 4, il reste plus rien, il reste 0, c'est bon, mais il faut aussi que l'année, quand on fait modulo 100, là, ça soit pas égal à 0. Ou bien, si l'année, quand on la divise par 400, il reste 0, alors là aussi, c'est une année bissextile. Donc, mettons tout ça dans les parenthèses du if, et là, techniquement, je devrais pouvoir afficher printf %d, et bien, une année bissextile. Je vais pas oublier le retour à la ligne et puis j'affiche l'année qui a été entrée par l'utilisateur. Et dans tous les autres cas, on a une année qui n'est pas une année bissextile. Et donc on a vu la première condition, on a vu le cas pour les années bissextiles, les cas pour les années qui ne sont pas bissextiles. Testons déjà ça. Donc je vais compiler mon programme, le lancer, taper 2024 qui était bien une année bissextile. On va tester ça avec l'année 2000. L'année 2000, c'était bien une année bissextile, mais normalement, l'année 1900 ne devrait pas être une année bissextile, car 1900 est bien divisible par 4, mais 1900 n'est pas divisible par 400, donc on rentre dans le deuxième else. Si on cherche depuis quand les années bissextiles existent, on peut aussi voir qu'elles existent depuis les années 45, donc on peut aussi dire que si l'année est strictement inférieure à 45, alors on écrit l'année doit être supérieure à 45, strictement supérieure à 44. Et avec ça, on a un problème avec une mini gestion d'erreur. Mais évidemment, là, l'utilisateur peut encore entrer n'importe quoi et on aura des problèmes. Encore une fois, le but, c'est de vous entraîner avec les concepts de base et de pas vous prendre la tête pour un moment pour des concepts comme la gestion d'erreur. On a vu comment exécuter du code en fonction de certaines conditions. Maintenant, ça serait bien de pouvoir répéter du code un certain nombre de fois en fonction de certaines conditions. Et c'est ce qu'on va faire avec la notion de boucle. Encore une fois, je vais créer un nouveau programme que je vais appeler boucle.c, faire ma structure de programme de base avec int main void. Et puis, on va voir 3 types de boucles qui existent. La première boucle qu'on va voir, c'est la boucle while. Et la boucle while, sa structure ressemble à ça. On a le mot-clé while, et puis on a des parenthèses dans lesquelles on doit mettre une expression. Et puis dans les accolades, on a du code qui va se répéter. Par exemple, si je voulais répéter while 5 fois, on pourrait avoir une variable qui est égale à 0. Et puis tant que la variable est strictement plus petite que 5, on va répéter afficher i. Et il ne faut pas oublier d'augmenter la valeur de i à chaque passage dans la boucle. Sinon, on va partir dans ce qui s'appelle une boucle infinie. Donc là, au début, i est égal à 0. Est-ce que i est plus petit que 5? Oui, il est égal à 0. Donc on passe dans la boucle. I est égal à 0, 0 plus 1, ça fait 1. On recommence. I est maintenant égal à 1. Est-ce qu'il est bien plus petit que 5? Oui, on repasse. Maintenant, il est égal à 2, etc., etc. Avoir un i, c'est ce qu'on appelle un compteur, un index, un indice. C'est des variables qu'on va utiliser souvent pour répéter des choses un certain nombre de fois. Là, n'oubliez pas de faire i égale i plus 1, car si on oublie, on va partir en ce qui s'appelle une boucle infinie. Si malheureusement vous êtes parti en boucle infinie, il va falloir envoyer un signal d'interruption à votre terminal ou là où vous avez lancé votre programme. Ce que vous pouvez faire avec
CTRL-C en cliquant sur le terminal et puis en faisant CTRL-C. Sinon, testons notre boucle. Je peux compiler mon programme et là encore une fois on me dit que j'ai oublié stdio.h et quand j'exécute mon programme, je vois que j'ai bien 0,1,2,3,4 qui s'affiche. Car au moment où i était égal à 5, on a arrêté de rentrer dans la boucle. Ça, c'était un premier type de boucle. On a aussi une boucle qui est très similaire mais pas exactement la même chose. C'est la boucle do-while. La boucle do-while, elle est moins utilisée que la boucle while et la seule différence, c'est que la condition est testée à la fin. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, on va rentrer au moins une fois dedans. Les boucles do-while, je vous conseille donc de les utiliser quand de toute façon vous devez rentrer une fois dans la boucle et puis qu'on teste sa valeur après. Par exemple, si vous faites un scanf, vous voulez qu'il soit exécuté une fois, mais si vous voulez tester que la valeur que l'utilisateur a bien rentrée est valide, là c'est potentiellement bien d'utiliser un do-while parce qu'on rentre une fois dans la boucle, on fait le scanf, ensuite la valeur que l'utilisateur vient de rentrer est testée et peut-être que la boucle s'arrête ici ou bien on recommence à passer dans la boucle tant que la valeur rentrée n'est pas valide. Donc je vais compiler et exécuter mon programme et là je vois que j'ai rien qui a été changé par rapport à mon while d'avant. Par contre, si je mets une valeur qui est mauvaise de base, donc comme par exemple un i strictement supérieur à 5, avec l'ancien while, on ne serait pas rentré dedans parce qu'on aurait testé est-ce que i est plus petit que 5? Non. Par contre, dans le do while, on va rentrer quand même une fois dedans et afficher 10. Je vais revenir sur les boucles infinies et quand même vous montrer ce qui se passe. Donc si j'oubliais d'incrémenter i de 1 à chaque passage dans la boucle et que je remets ici la valeur de i à 0, si je compile et puis que je lance mon programme, là je vois que j'ai 0 qui s'affiche à l'infini. J'envoie un signal CTRL-C et maintenant il y a ça. Peut-être que je peux quand même incrémenter de 1 et par exemple mettre une autre condition, mettre une condition 1. 1 c'est toujours vrai, donc on va tout le temps rentrer dans la boucle. Je vais donc compiler et exécuter mon programme. Et là vous voyez que j'ai une boucle infinie et ça va très vite. Là on est passé plus de 4 millions de fois dans la boucle. Donc n'oubliez pas de mettre des bonnes conditions d'arrêt avec la bonne logique pour que votre boucle s'arrête un jour. On a vu la boucle while et la boucle do while, mais la boucle qui va probablement le plus nous intéresser, ça sera la boucle for. La boucle for fonctionne un peu différemment, c'est celle qu'on va le plus souvent utiliser, et on peut la déclarer comme ça. On a le mot for, et c'est dans les parenthèses du for qu'on aura 3 parties. C'est là qu'on va déclarer et initialiser la valeur de notre compteur, par exemple, et puis on va fournir une condition d'arrêt, et puis c'est aussi dans ces parenthèses-là qu'on va incrémenter la valeur du i. Pour le moment, on a vu que pour augmenter la valeur, pour incrémenter, augmenter de 1 la valeur de i, on faisait i égale i plus 1. Il y a aussi quelques autres manières de faire. On peut faire i plus égale 1. Ça fonctionne d'ailleurs avec les autres opérateurs qu'on a vus. Donc on peut aussi avoir a plus égale 1, mais on peut aussi avoir a moins égale 1, a fois égale 1, a divisé égale 1 ou a modulo égale 1. Tout ça, ça fonctionne. Et ce que ça veut dire, c'est équivalent à ce qui s'affiche maintenant, a égale a plus 1, égale a moins 1, etc. etc. Reprenons le for. Donc le for est composé de ces 3 parties-là, l'initialisation, la condition d'arrêt et puis l'incrément. Et l'incrément, on va aussi avoir tendance à le noter directement i++. I++, on peut faire i++, moins moins i ou i moins moins. Et ce que ça fait, c'est que ça va augmenter de 1 la variable i ou bien la diminuer. Et la différence entre les plus à gauche ou à droite, c'est ce qu'on appelle un pré-incrément ou un post-incrément. Pour le moment, c'est pas utile à comprendre la différence. Sachez juste que pour augmenter i de 1, vous pouvez avoir ces structures i++. Dans le corps de notre boucle, comme avant, on peut par exemple refaire un printf dans lequel on affiche i. Et là, on a l'équivalent de la boucle while d'avant. Ces deux boucles sont pareilles. Et d'ailleurs, si je compile et que j'exécute mon fichier, je vois que j'ai 2 fois la même chose qui s'affiche. La première fois, c'est quand on est passé dans la boucle for. La seconde, c'est quand on est passé dans la boucle while. Maintenant qu'on a vu tout ça, on va mettre ça dans un programme un peu plus pratique, qui sera un programme qui fait la somme de chaque nombre jusqu'à un certain nombre donné. Je vais donc créer un nouveau fichier que je vais appeler somme.c. Dans ce fichier, je vais de nouveau faire ma structure de base int main void. On va return le signal de sortie pour dire qu'il n'y a pas eu d'erreur et je vais directement include stdio.h dans mon main. Donc là, on veut un programme qui demande un nombre à l'utilisateur et puis qui affiche la somme de ce nombre en commençant à 0 jusque le nombre. Ça veut dire que si on entre 5, on va avoir 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1, ce qui donne 15. Pour faire ça, ça voudrait dire que si l'utilisateur rentre 5, on veut qu'on ait 1 plus 2, plus 3, plus 4, plus 5. En d'autres termes, on veut commencer à compter à 0 ou 1, et puis on veut répéter l'opération, et on veut garder en mémoire qu'on a
cette valeur à laquelle on ajoute d'abord 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5. L'opération de rajouter 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, une opération qui se répète 5 fois, mais qui pourrait se répéter 100 fois si on ajoutait 100. On va pas écrire 5 ou 100 lignes de code, mais on va faire une boucle et on va avoir besoin de stocker la somme totale de ces valeurs. Donc je suppose qu'on va avoir aussi besoin d'une autre variable. Commençons par donc déclarer la variable somme dans laquelle on va garder la somme de tous les nombres. Ensuite, on va faire un premier jet de la boucle. J'imagine que j'aurai un compteur qui commence à 0 et tant que i est plus petit ou égal au nombre entier, donc là je vois que j'ai besoin d'une deuxième variable que je vais appeler nombre, alors je vais augmenter i de 1. Dans ma boucle, comme on l'avait dit, je vais ajouter le nombre en question dedans. Donc ça veut dire qu'au premier passage, on veut ajouter 0 ou 1, et puis 2, et puis 3, et puis 4, et puis 5. Donc ce nombre, il est représenté par i. Sauf que là, il nous manque deux choses. D'abord, somme, si vous voulez pas avoir de mauvaise surprise, il faut l'initialiser à 0. Et puis nombre, on l'a toujours pas déclaré, donc on va déclarer nombre. Et ce qu'on veut faire, c'est demander à l'utilisateur d'entrer un nombre. Et on va faire un scanf qui prend un entier et à qui on passe l'adresse de nombre avec éperluette nombre. Avec ça, on a refait cette structure d'ajouter 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5. Et il faudrait maintenant afficher la somme. Ce qu'on peut par exemple faire avec une chaîne de caractères dans un printf, la somme de 1 au nombre qui a été rentré, qu'on va mettre par pourcentage d, et puis là on peut afficher la somme, qui sera aussi avec pourcentage d, et on n'oublie pas le retour à la ligne. Pour que ces deux codes de valeur soient remplis, on doit passer nombre et somme, et si tout se passe bien, on aura la somme de 1 à le nombre qu'on veut rentrer, disons 5 par exemple, et puis la somme qu'on a calculée en rentrant dans notre boucle. Je vais donc compiler mon programme somme.c, le relancer, on me demande d'entrer un nombre, je vais rentrer 5, et là on passe bien dans la boucle, 5 ou 6 fois, parce qu'en fait on passe aussi dans con, c'est égal à 0, et j'ai bien à la fin de la boucle la phrase qui s'affiche, la somme de 1 à 5 et 15. Alors plusieurs choses, je vous avais dit qu'on pouvait avoir des mauvaises surprises si on n'initialisait pas la valeur de somme. Comme vous voyez, là, la somme de 1 à 5 est ce nombre-là. C'est parce que quand on n'initialise pas une variable, il y a plein de valeurs qui sont déjà présentes dans la mémoire. Et là, si on ne précise pas que somme est égal à 0, en fait, la mémoire qui nous a alloué était peut-être pas vide, était peut-être pas vierge. Et donc, il nous a fait afficher une valeur qui était, dans notre cas, cette valeur-là, moins 15. Donc n'oubliez pas d'initialiser vos variables à 0 quand vous voulez commencer à 0. Ensuite, pour que ce soit peut-être plus clair, on peut, dans chaque passage de la boucle, faire un autre printf en montrant à combien est égale la somme, et avant ça, à combien est égal i. Maintenant, je peux compiler, relancer mon programme, je vais entrer 5, et là on voit qu'on passe bien 6 fois dans la boucle. Une première fois quand i égale 0, et en fait on aurait pu commencer à 1 directement plutôt qu'à 0, c'est juste que par convention en informatique on commence à compter à 0, mais si je fais ça, j'ai le même résultat final, sauf qu'on est passé une fois de moins dans la boucle, et donc on voit bien qu'au premier passage dans la boucle, i est égal à 1, et la somme est devenue 0 plus 1, ça fait 1. Pareil au second passage de la boucle, sauf que là, i est égal à 2, somme était égale à 1, et maintenant 1 plus 2, ça fait 3. Pareil pour le troisième passage, quatrième et cinquième passage, où la somme à ce moment-là vaut 10, on lui ajoute 5 pour que la somme finale soit égale à 15. Cette ligne, c'est du débugage de base. Si vous avez un problème et que vous avez besoin de savoir à un moment dans votre programme quelles sont les valeurs des différentes variables, on va pas voir pendant cette heure de formation comment débugger un programme en C avec GDB et des programmes plus avancés. Donc vous pouvez dans un premier temps utiliser des printf comme des formes de balisage pour voir à un moment de votre programme la valeur de chaque variable associée. Et voilà, c'est tout pour les boucles pour le moment. Et maintenant, je vous propose de passer à la suite. La suite, ça sera un exercice qui est un des exercices de base en programmation, qui est de créer un programme qui affiche les n premiers nombres de la suite de Fibonacci. Donc la suite de Fibonacci, si vous ne connaissez pas, c'est une suite en maths dans laquelle le terme actuel est la somme des deux termes précédents, et on commence avec les deux premiers nombres qui sont 0 et 1. Donc si on a 0 et 1 en deux premiers termes, et que le terme actuel, le nouveau terme, maintenant celui qu'on voudrait avoir, est la somme des deux précédents, il faut faire 0 plus 1, et 0 plus 1, ça fait 1. Maintenant, pour avoir le terme suivant, on doit faire la somme des deux précédents. On a 1 et 1, 1 plus 1, ça fait 2. Pareil pour celui d'après, c'est la somme des deux précédents, 1 plus 2,
ça fait 3. Et puis on continue, 2 plus 3, ça fait 5. 3 plus 5, ça fait 8. 5 plus 8, ça fait 13. Ainsi de suite, 21, 34, 55, etc., etc. Il faut faire un programme pour calculer ça. Donc votre programme en C devra demander à l'utilisateur combien de termes il veut afficher. Dans notre exemple, ce terme-là, c'était le terme numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc là, si dans mon programme, je rentrais 11, je voudrais qu'il m'affiche cette chaîne de caractères sur la sortie standard avec un printf. Donc votre programme demande combien de termes l'utilisateur veut afficher, puis vous faites votre logique avec vos boucles et puis autant de variables qu'il vous faut pour faire tout ça. Et dans votre logique, vous affichez chaque nombre pour qu'à la fin, à l'écran, il y ait une suite similaire à ce qui est affiché en commentaire dans mon fichier pour le moment. Comme d'habitude, je vous laisse une seconde si vous voulez mettre la vidéo en pause et faire le programme, et on se retrouve juste après. Voici une version de son implémentation. Il y a plein de manières d'implémenter la suite de Fibonacci en C, mais je vous en propose une. Donc on va include stdio.h car je suis sûr que je vais utiliser printf ou scanf à un moment. Je fais ma structure de base sur mon programme int main void. Je retourne 0 par convention et puis je vais demander à l'utilisateur de entrer le nombre de termes à afficher pour donner des instructions à l'utilisateur de comment utiliser le programme. Je vais faire un scanf dans lequel je vais récupérer un entier qui sera le nombre de termes à afficher et que je vais appeler nombre et à qui je dois passer l'adresse. Donc je vais devoir déclarer une variable nombre et puis là je vais avoir le gros de mon programme qui sera une logique avec une boucle. Le nombre de termes que je vais vouloir afficher, ça sera nombre. Donc a priori, si on boucle nombre fois dans la boucle, ça devrait aller. Je vais donc utiliser un compteur i et je vais boucler jusqu'à nombre et puis incrémenter i de 1. Et dans le corps de ma boucle, je vais printf le nombre, je sais pas encore à combien il sera égal, et puis je vais faire un espace, comme ça j'aurai le nombre, un espace et puis le nombre suivant. Et là, j'aurai quelque chose, je sais pas quoi. Donc, on a vu que les deux premiers termes de la suite de Fibonacci, c'était 0 et 1, et puis qu'on voulait calculer ceux d'après. Donc, je vais explicitement dire que int terme 1, c'est 0, int terme 2, c'est 1. Et donc, je vais vouloir commencer à afficher le premier terme, terme 1. Puis là, je dois faire quelque chose pour faire en sorte que j'ai un nouveau terme qui soit égal à terme 1 plus terme 2. Donc, si on continue la boucle, on aurait 1, 1, 2, 3. Disons qu'on est ici, où on veut calculer terme 3. Donc là, on est ici dans la boucle, mais on veut dans la prochaine itération de la boucle, on voudrait afficher 3. On peut faire que le nouveau terme, c'est terme 1 qui ici est égal à 2 et terme 2 qui devrait être égal à 1. On peut faire que le nouveau terme, c'est terme 1 plus terme 2, donc 3. Terme 2 qui est égal à 1, il faudrait qu'il soit égal à 2, donc on lui fait prendre la valeur de terme 1. Et terme 1, lui maintenant, doit être égal au nouveau terme. Nouveau terme, il faut le déclarer, donc je vais rajouter un entier que je vais appeler nouveau terme, qui n'a pas besoin d'être initialisé à 0, car la première fois qu'on interagit avec, c'est pas pour le lire, mais c'est pour écraser sa valeur actuelle. Donc je vais tester tout ça. J'exécute mon programme, je voudrais afficher 11, et là j'ai bien la suite que j'avais avant, qui est 0, 1, 1, 2, 3, 1, jusqu'à 55. Donc la seule partie qui peut casser la tête quand on n'a pas l'habitude de programmer, c'est cette partie-ci. Nouveau terme, vous pouvez avoir ça comme une valeur temporaire qui nous permet de jongler avec 3 valeurs différentes à chaque passage de la boucle. Donc là, on était dans une situation où on était à ce niveau-ci de la suite de Fibonacci. On était au moment où on affichait 2. Donc, si on affiche 2, ça veut dire que terme 1 est égal à 2. À ce moment-ci, terme 1 est égal à 2, terme 2 était égal à 1, et on se demandait quelle serait la valeur suivante, le nouveau terme. Pour la suite de Fibonacci, la valeur du terme suivant est égale à l'addition des deux valeurs précédentes. Donc, pour calculer le nouveau terme, on doit faire ça. Et nouveau terme est égal à 3. Mais là, on a un problème parce que dans le prochain passage dans la boucle, on doit afficher terme 1. Terme 1, il sera toujours égal à 2. Ce qu'on voudrait en fait afficher, c'est 3. Et 3 se trouve pour le moment dans nouveau terme. Donc à ce niveau-ci, on aimerait bien que terme 1 qui est égal à 2, on lui mette la valeur nouveau terme qui est égal à 3. Et puis dans terme 2 qui est égal à 1, on aimerait bien mettre l'ancienne valeur de terme 1 qui était 2. Sauf que là, on a perdu la valeur 2 vu que terme 1 ne contient plus 2, mais il contient maintenant 3. C'est pour ça que je fais cette ligne où avant de faire ça, je dois d'abord dans terme 2 mettre 2. Donc si on fait plutôt ça, en faisant terme 2 égale terme 1 qui est à ce moment-là égal à 2, et bien maintenant, à la fin de ces opérations, on a terme 1 qui est égal à 3, terme 2 qui est égal à 2, et puis nouveau terme, à ce moment-ci, sa valeur, c'est plus utile parce qu'il va être écrasé au prochain passage de la boucle. Ce qui veut dire qu'au prochain passage de la boucle, on aura 2 et 3,
avec 3 qui va être affiché. Et pour calculer le nombre suivant 5, eh ben, on peut revoir la logique. Donc terme 1, celui qu'on vient d'afficher, ascendant 6, c'est 3. Terme 2 contient 2. Nouveau terme, celui qu'on affichera au prochain passage dans la boucle, c'est-à-dire 5, c'est terme 1 qui est égal à 3 plus terme 2 qui est égal à 2, ça fait 5. Et puis, on doit faire la petite manipulation ici avec terme 2. Terme 2, on va lui donner la valeur de terme 1 qui est 3. Terme 1, maintenant, il peut prendre la nouvelle valeur du nouveau terme. Donc, de base, il est égal à 3, mais il va passer à 5. Et donc, à ce moment-ci, à la fin de la boucle, on a bien terme 1 qui sera égal à 5, la prochaine valeur affichée, et terme 2 qui est égal à 3, la valeur qu'on a affichée dans le passage de cette boucle. Et voilà comment décomposer la logique pour jongler avec 3 nombres, dont un terme qui est temporaire. Donc voilà, j'espère que vous avez réussi à faire cette suite de Fibonacci par vous-même. Sinon, je vous conseille de passer un peu plus de temps dessus, et quand vous êtes prêt, on peut passer à la suite. La suite, ça va être que là, on a fait des programmes assez courts pour le moment, mais avec le temps, on va faire des programmes de plus en plus compliqués avec des bouts de code qui peuvent potentiellement se répéter. Et pour segmenter notre code en plus petites parties qu'on va pouvoir réutiliser, on va utiliser ce qu'on appelle des fonctions. Les fonctions, vous en avez en fait déjà vu une qui était la fonction main, qu'on utilise depuis le début pour spécifier assez que c'est le point d'entrée de nos programmes. Et donc maintenant, je vous propose de voir comment faire vos propres fonctions, ce qui va vous permettre d'avoir du code plus propre et mieux organisé. Je vais donc créer un nouveau fichier que je vais appeler fonction.c. Et dans fonction.c, comme d'habitude, je vais créer ma fonction main à qui je passe void entre parenthèses, j'ouvre les accolades, je fais un return 0. Et maintenant, disons que j'aimerais bien avoir un bout de code qui permet de faire l'addition de deux nombres. On pourrait donc l'écrire comme ça, on pourrait déclarer un entier somme, et puis on lui passerait un nombre, disons A plus un autre nombre qui serait B. On devrait soit définir des variables A en lui assignant une valeur, et pareil pour B, ou bien on pourrait aussi utiliser la fonction scanf pour récupérer ces deux valeurs. Et si on avait plusieurs additions et qu'on voulait récupérer plusieurs sommes, alors ce code se répéterait un certain nombre de fois, et donc ça serait bien de pouvoir sortir cette logique et d'avoir un bout de code qui nous permet juste de faire des additions et qui nous retourne une somme. On peut faire ça avec les fonctions en déclarant par exemple une fonction qu'on va appeler addition. Donc si vous vous rappelez, pour la fonction main, le int du début c'était la valeur du retour. Là, dans notre fonction addition, on va retourner une somme, donc ce sera aussi potentiellement un entier. Et on peut donc utiliser ce type de retour int pour la fonction. Ensuite, il faut donner un nom à la fonction. On va appeler la fonction addition. Et cette fonction addition prendra deux entiers, l'entier A et l'entier B. Et pour récupérer ces deux entiers, on les met entre parenthèses, c'est ce qu'on appelle les paramètres de fonction. Ils peuvent être de n'importe quel type et on peut leur donner le nom qu'on veut, comme on faisait quand on déclarait des variables. Maintenant, à l'intérieur de la fonction, ce qu'on appelle le corps de la fonction, on va pouvoir écrire la logique de notre fonction, ce qu'elle voudrait qu'on fasse. La addition, c'est une fonction très simple qui va simplement retourner la somme des deux entiers A et B, ce qu'on peut faire avec return A plus B. Maintenant, dans main, mon programme principal, je peux faire des additions et récupérer la valeur de retour en appelant la fonction. Pour appeler la fonction addition, il faut faire quelque chose de similaire à ce qu'on faisait quand on appelait les fonctions de printf ou scanf, à savoir le nom de la fonction, des parenthèses, et puis les valeurs qu'on veut lui passer. Si je voulais l'addition de 3 et 5, qui donne 8, alors je pourrais appeler ma fonction comme ça. Et pour récupérer le résultat, je devrais assigner la valeur de retour de l'addition dans une variable, ce que je peux par exemple faire en déclarant une variable somme égale, et puis l'appel de ma fonction avec les arguments 3 et 5. Maintenant, dans somme, j'aurai bien l'addition de 3 et 5, et je peux afficher ça par exemple avec un printf en disant la somme de %d et %d est %d. Et les trois valeurs %d qu'on veut remplacer, c'est 3, 5 et somme. Et pour avoir accès à la fonction printf, il ne faut pas oublier d'inclure stdio.h. Maintenant, le programme devrait être fonctionnel. Donc dans mon terminal, je vais compiler mon programme et puis l'exécuter. Et j'ai bien une phrase qui affiche la somme de 3 et 5 et 8. Et donc là, on a vu une fonction très simple. Il faut savoir que toutes les fonctions n'auront pas forcément de valeur de retour. Disons qu'on veuille une fonction pour afficher un résultat de manière formatée avec des caractères ASCII par exemple. On pourrait avoir une fonction qui affiche simplement quelque chose. Donc une fonction ne doit pas forcément se finir par un return. Et puis pour les paramètres, là j'en ai eu deux, mais on aurait pu en avoir 0 ou beaucoup plus. Aussi, le type de retour peut être n'importe quel type. Là, on a retourné un entier, mais on aurait pu retourner un nombre flottant, un caractère ou bien les autres types qu'on verra plus tard. Et globalement, c'est tout ce que vous devez savoir pour les fonctions. Avec ça, vous pouvez écrire une fonction de base et je vous invite à découvrir le reste par vous-même. Ensuite, je vous propose de voir un nouveau moyen de stocker des valeurs quand on en a plusieurs qui s'appelle les tableaux. Donc je vais créer un nouveau fichier que j'appelle tableau.
Et dans mon fichier tableau, je vais encore une fois écrire la fonction main avec le corps de la fonction qui va juste return 0 pour le moment. Et puis, je vais définir un tableau. Donc, quand on code, on va souvent avoir besoin de séquences de plusieurs valeurs. Disons par exemple qu'on ait une liste d'élèves et qu'on voudrait avoir leurs notes sans devoir déclarer plein de variables. Ça serait pratique d'avoir une sorte d'ensemble qui regroupe toutes les notes. En C, on peut faire ça de plusieurs manières. Donc, reprenons l'exemple du tableau de notes. Les notes, ça va sûrement être des nombres flottants. Donc on peut utiliser le type float, et puis on peut appeler notre variable note au pluriel. Idéalement, on aimerait bien avoir plusieurs notes, donc disons 14,2, 15,6 et 19. Et la syntaxe pour dire à C qu'il doit considérer tout ça comme un ensemble de nombres flottants, c'est mettre ça entre des accolades. Maintenant, on a ces trois notes entre accolades, et pour que C comprenne que note, c'est bien un tableau, il faut ajouter des crochets. Et là, il y a deux manières de faire. Soit on peut, dans les crochets, définir la taille de notre tableau de notes. Ici, il y en a 3, donc je peux mettre 3 entre crochets. Et des fois, vous verrez aussi des déclarations de tableau sans ce nombre. Et ça, c'est parce qu'on peut décrire la taille du tableau explicitement ou implicitement. Là, on a 3 notes, mais disons qu'on savait qu'à un moment, on en aurait besoin de 5. Là, on en a juste 3 pour le moment, mais on pense en ajouter 2 dans le tableau. Dans ce cas-là, on va faire note de 5, parce qu'on sait que la taille finale fixe du tableau, ça sera 5. Si par contre, on voulait rester avec ces 3 notes, on pourrait explicitement préciser qu'il y en a 3, ou bien rien dire, mais dans ce cas-là, on serait limité à une taille de tableau de 3, si on n'alloue pas plus de mémoire au tableau plus tard. Ensuite, pour afficher ces notes, on ne peut pas faire un printf et puis dire les notes sont pourcentage %f et puis lui passer tout le tableau. Si on fait ça, on a un warning et puis une valeur qui est 0 à laquelle on ne s'attendait pas du tout. C'est parce qu'on va pas afficher tout le tableau de notes d'un coup. Il faudrait plutôt boucler sur chaque note et puis l'afficher. Pour boucler sur un tableau de notes, on peut utiliser une boucle for en faisant for int de i égale 0. Tant que i est plus petit que 3, qui est la taille de notre tableau, alors on veut incrémenter i de 1. Ensuite, dans mon printf, je vais plutôt dire que la note est, et puis là, plutôt que de lui afficher toutes les notes, je vais lui afficher la note à la position i qui commence à 0. Comme dans beaucoup de langages de programmation, on commence à compter à 0. Donc note de 0, c'est 14.2, note de 1, c'est 15.6, et puis note de 2, c'est 19. En faisant ça, on devrait avoir un programme fonctionnel, et donc je peux de nouveau le compiler, puis le lancer. Et là, j'ai mes trois phrases qui s'affichent bien, l'une à la suite de l'autre. On va donc très souvent utiliser les boucles for pour faire ce qu'on appelle parcourir un tableau, comme je l'ai fait dans cet exemple. Et les tableaux sont pas limités à une seule dimension. On peut aussi avoir des tableaux dans des tableaux, ce qu'on appelle des tableaux à plusieurs dimensions. Donc rien ne nous empêche de faire un tableau de nombres qui sera un tableau à deux dimensions, disons de 2 sur 3, qui contiendrait donc un tableau de deux tableaux. Et dans ces deux tableaux, on pourrait avoir jusque 3 éléments. Pour parcourir des tableaux de tableaux, encore une fois, on pourrait avoir une boucle for, int i égale 0. Tant que i est plus petit que la taille du premier tableau qui était 2, on va faire i++. Et dans cette boucle for, on pourrait faire une autre boucle for pour boucler cette fois-ci quand on parcourt le premier tableau sur chaque nombre et puis faire pareil sur le deuxième tableau. Ce qu'on pourrait faire en déclarant un j, un autre indice pour parcourir, en initialisant j à 0 tant que j est plus petit que 3, on incrémente j. Et avec ça, on peut afficher print %d cette fois-ci, comme on travaille avec des entiers, et puis lui passer nombre de i. Ensuite, on pourrait avoir des retours à la ligne à chaque fois qu'on a fini de parcourir un tableau. Pour ça, je peux mettre un printf ici, qui va simplement printf un retour à la ligne. Et maintenant, quand je compile et puis que j'exécute mon programme, je vois que je rentre dans la première boucle, et puis je rentre dans la boucle imbriquée, et j'affiche le nombre. La première fois que je passe, i vaut 0, et j vaut 0 aussi, donc on affiche 4. Puis je repasse une deuxième fois dans ma boucle imbriquée. Là, j vaut 1 et i vaut toujours 0. Donc cette fois-ci, j'affiche 2. Je passe une dernière fois dans ma boucle imbriquée. Donc i vaut toujours 0, mais cette fois-ci, j vaut 2, donc j'affiche 3. Et puis j'affiche un retour à la ligne et je reviens au début de ma boucle, sauf que là, i vaut 1. Donc je repasse dans la boucle imbriquée et là, j vaut de nouveau 0. Et j'affiche nombre 1, 0 qui est 9, puis nombre 1, 1 qui est 7, puis nombre 1, 2 qui est 6. Et j'ai donc ce résultat qui est affiché à l'écran. Maintenant, il y a un type de tableau qui va vraiment vous intéresser en C, qui est un tableau de caractères, ce qui va vous donner accès aux chaînes de caractères ou aux strings. Et donc, je vous propose de voir ça maintenant.
Je vais donc créer un nouveau fichier que j'appelle string.c. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, en C, il n'y a pas de type pour les chaînes de caractères, contrairement à beaucoup d'autres langages. En C, les chaînes de caractères, c'est simplement des tableaux de chars. Donc je vais encore une fois créer un main, et puis je vais déclarer une chaîne de caractères. Pour déclarer une chaîne de caractères, on peut le faire de plusieurs manières. Comme c'est un tableau de type char, on va utiliser le type char, puis lui donner un nom, disons prénom. Et là, il faudra encore une fois soit pas fournir de taille si on veut une taille implicite pour notre chaîne de caractères, ou bien peut-être si on veut la remplir avec un scanf par exemple, lui allouer suffisamment de taille pour être sûr que le prénom rentre dedans. Dans le cas où on voulait déclarer un prénom en brut, on pourrait donc écrire prénom des crochets égale, entre double guillemets cette fois-ci, Jean. Donc les double guillemets c'est pour les chaînes de caractères comme on l'a vu avec printf et scanf. Et puis on pourrait afficher une chaîne de caractères avec printf, cette fois-ci %s pour string. On va oublier le retour à la ligne et puis lui passer la variable qu'on veut afficher qui est prénom. Pour que notre programme soit fonctionnel, il faut include stdio.h et là je peux essayer de lancer mon programme. Donc je vais compiler string.c et afficher le prénom Jean. Maintenant si on voulait demander à l'utilisateur de rentrer son prénom et puis l'afficher, on pourrait faire quelque chose d'assez similaire qui est donc qu'on va déclarer une chaîne de caractères prénom et puis là il faudrait lui allouer une taille pour que même les longs prénoms composés puissent rentrer dedans. On va donc lui permettre de rentrer jusqu'à 32 lettres et avec ça on peut demander avec scanf d'entrer un prénom. Encore une fois, c'est %s pour récupérer une chaîne de caractères. Et puis là, on pourrait rentrer prénom. Cette fois-ci, on n'a pas besoin du symbole éperluette parce qu'en fait, prénom, ça pointe juste vers une adresse en mémoire. Mais comme je vous l'avais dit plus tôt, quand on utilise scanf, il faut passer l'adresse de là où vit la variable dans la mémoire. Et là, quand on a des tableaux sans les crochets, c'est en fait un pointeur vers la première case du tableau. Si c'est un peu abstrait pour le moment, ne vous en faites pas, on voit ça juste après avec les pointeurs. Mais retenez que quand vous utilisez scanf avec les chaînes de caractères, vous ne devez pas mettre le symbole éperluette. Je peux continuer mon programme en ajoutant un printf qui va demander explicitement à l'utilisateur de rentrer son prénom. Et une fois que l'utilisateur a rentré son prénom, je peux lui dire bonjour, suivi de son prénom. Compilons et exécutons le programme pour voir ce que ça donne. Donc je compile mon programme, je le lance, on me dit entrez votre prénom, je vais lui donner mon prénom. Et là, j'ai bien le printf qui affiche bonjour Thomas. Normalement, c'est comme ça que vous allez utiliser les chaînes de caractères. Surtout maintenant, comme vous n'êtes pas familier avec la gestion de mémoire et les pointeurs, une version simple pour vous entraîner avec les chaînes de caractères, c'est de les voir comme des tableaux et de les utiliser avec des crochets comme je l'ai fait dans cet exemple. En plus de ça, les chaînes de caractères ou string en anglais viennent avec pas mal de fonctions qu'on peut utiliser spécifiquement dessus, fonctions auxquelles on peut avoir accès en incluant string.h à vos programmes. Donc là, par exemple, si je voulais afficher la longueur du prénom, je pourrais faire un printf, la longueur de votre prénom est, et puis je peux utiliser la fonction qui permet d'avoir la longueur d'une chaîne de caractères qui est str pour string, len pour length, longueur en anglais. À ça, je devrais passer la variable prénom. Et là, C me dit que strlen ne renvoie pas un entier décimal, mais plutôt un unsigned long, qui est un des autres types qu'on n'a pas vu, mais qui existe en C. Et donc, il me dit de changer mon flag de %d en %lu. Avec ça, je peux essayer de recompiler mon programme. Cette fois-ci, j'ai plus de warning. Et quand je lance mon programme, on me demande d'entrer mon prénom. Ensuite, on me dit bonjour suivi de mon prénom. Et finalement, on me dit la longueur de votre prénom est 6 car il y a 6 lettres dans le prénom Thomas. Il y a plein d'autres fonctions qui vont vous être utiles quand vous manipulez les chaînes de caractères. Je vous invite à vous entraîner avec les chaînes de caractères avant qu'on passe ensemble au temps redouté pointeur dans quelques secondes. Donc voyons maintenant les pointeurs. Je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler pointeur.c. Et puis, comme d'habitude, je vais créer mon programme main, retourner 0, et je vais aussi déclarer une variable value à qui j'assigne la valeur 42. Donc, avec printf, pour lequel il ne faut pas oublier d'include stdio.h, je peux afficher la valeur de ma variable en faisant value %d, suivi d'un retour à la ligne, et en lui passant value. Et donc ça fonctionne bien. Si je compile mon programme pointeur et puis que je lance, j'ai bien value et là sa valeur qui est 42. Et maintenant, pendant ce tutoriel, je vous ai parlé plusieurs fois de mémoire, de gestion de mémoire, de pointeur et d'adresse. Et bien, on pourrait récupérer facilement l'adresse de value, comme on le faisait avec la fonction scanf, en ajoutant le symbole et commercial éperluette avant value. Donc, je pourrais dire adresse de value et commercial value. Et puis finalement, dans les printf, on n'utilise pas %d pour les adresses, mais %p. Et donc maintenant, quand je compile et que j'exécute mon programme, je vois que value, sa valeur, c'est 42, mais son adresse, c'est une adresse en hexadécimal 0x16f0 1a d28. Et donc si je crée une fonction qui ne renvoie rien, donc pour ça il y a le type void
qui s'appelle add1 et qui prendrait un entier en paramètre, disons number, et que à l'intérieur de la fonction, on fasse number égale number plus 1, on pourrait peut-être s'attendre à ce que si on appelle la fonction add1 à value, alors avant l'appel de la fonction, il est bien égal à 42, mais après l'appel de la fonction, il pourrait éventuellement avoir la valeur 43. Si je compile et que je lance mon programme, je vois qu'avant, il est bien égal à 42, mais après, il est toujours égal à 42. Et ça, en fait, c'est parce que dans notre fonction, on a passé value par valeur et pas par référence. Donc, c'est comme si on lui avait passé une copie de value, juste sa valeur, qu'après, on a fait des choses dans la fonction, mais quand on vient ici, value a toujours la valeur initiale, elle n'a pas été modifiée, il n'y a pas eu d'effet secondaire quand on a appelé la fonction. D'ailleurs, on pourrait aussi s'amuser à faire un printf de l'adresse de number, et là, en compilant puis en exécutant le programme, cette adresse et cette adresse-ci ne sont pas les mêmes. Et donc la solution, c'est que si on veut modifier value, il faut pas passer sa valeur à la fonction, mais il faut bien lui passer son adresse. Donc là, j'aimerais bien passer l'adresse de value à add1. Donc ici, ça prendrait plus un entier, mais une adresse. Pas n'importe quel type d'adresse, l'adresse d'un entier. Et la manière de représenter ça, c'est avec le symbole étoile. Et quand on a étoile et ça, c'est un pointeur. Donc un pointeur, c'est simplement un autre type qui représente une adresse en mémoire. Mais comme il y a plusieurs types en C, on n'a pas un type pointeur. Il faut préciser que c'est un pointeur d'un certain type, soit entier, soit float, soit char, soit n'importe quel autre type. Et la manière dont le langage a décidé de représenter le type adresse, c'est avec l'étoile, et le type de la variable vers lequel le pointeur pointe en mémoire. Donc maintenant, dans ma fonction, j'ai plus un entier, mais un pointeur vers un entier, donc une adresse en mémoire. Pour afficher l'adresse de number, je devrais plus faire evaluate number, mais simplement number. Et pour voir si ça fonctionne, je vais compiler mon programme et puis l'exécuter. Et là, on voit maintenant que l'adresse de value, c'est celle-ci qui finit par 28. Et dans la fonction add1, l'adresse de number qu'on a passée, c'est en fait l'adresse de value, vu qu'on lui a passé les commerciales value. Et donc maintenant, contrairement à avant, où l'adresse de value et l'adresse de number étaient différentes, donc quand on revenait dans la fonction, on n'avait pas changé value, là, l'adresse de value et l'adresse de number sont les mêmes. Ce qui veut donc dire que si je voulais ajouter un à number dans ma fonction, comme number c'est une adresse, si je fais number égale number plus 1, je vais techniquement modifier l'adresse, ce qu'on ne veut pas du tout faire. Moi, ce que je veux, c'est modifier la valeur de l'entier sur lequel mon pointeur pointe, et pour ça, le symbole qu'on utilise, c'est étoile. Avec ça, si je compile mon programme et que j'exécute, j'ai initialement dans ma fonction main une variable value42, on affiche sa valeur, on affiche son adresse, on passe l'adresse de cette variable dans la fonction add1 en argument. Add1 va afficher l'adresse de ce qu'on lui a passé, du pointeur qu'on lui a passé, pointeur qui est donc juste une adresse. Et puis pour accéder à l'élément vers lequel le pointeur pointe, ce qu'on appelle déréférencer un pointeur, on ajoute étoile suivi de la variable de type pointeur entier, qui est donc une adresse. En déréférençant l'adresse, on accède à la valeur vers laquelle le pointeur pointe. Et en faisant étoile number égale étoile number plus 1. Là, on a été modifié la valeur de l'entier directement. Et donc, à la fin de ma fonction add1, j'affiche maintenant value qui a été modifié et qui vaut maintenant 43. Donc les pointeurs, c'est vraiment un concept important. Je pourrais vous l'expliquer de la manière la plus simple possible. Il faut que vous manipulez ce concept pour que vous compreniez vraiment. Je pourrais supprimer ce que j'ai fait et vous dire que value, c'est un entier qui est au 42, que l'adresse de value, on peut y accéder avec ça. Et que si on voulait aussi une variable qui contient l'adresse de 42, il n'y a pas de type pour dire adresse et puis pointeur égale l'adresse de value. Ça, c'est un type qui n'existe pas en C. Il n'existe pas pour une raison très simple, que des fois on va pointer vers un entier, des fois on va pointer vers un float, et des fois on va pointer vers un char ou n'importe quel autre type. Et donc la manière de se le représenter, c'est avec le symbole étoile et le type de la variable sur laquelle le pointeur pointe. Et maintenant ma variable ptr, pointeur, si j'affiche sa valeur, en fait, c'est l'adresse de value. Vous voyez, adresse de value et la valeur de pointeur, c'est les mêmes. Et si je voulais accéder à la valeur sur laquelle le pointeur pointe, je devrais déréférencer mon pointeur en faisant printf, valeur via le pointeur. Et comme value, c'était un entier, j'utilise %d. Et pour déréférencer le pointeur, donc, c'est étoile ptr. Maintenant, si je compile et que je lance mon programme, je vois que j'ai exactement ce à quoi je m'attendais. Value, c'est un entier simple. Je peux accéder à son adresse avec le symbole evaluate. Je peux créer un pointeur sur value et un pointeur, c'est juste une adresse. Il faut préciser que cette adresse pointe vers un entier et donc c'est l'adresse de value que je passe au pointeur. Et maintenant, quand j'affiche ptr, j'ai bien une adresse. Et si je veux récupérer la valeur
sur laquelle mon pointeur pointe en mémoire, j'utilise le déréférencement avec le symbole étoile. Et donc là, vous avez vu à quoi servaient les pointeurs. Encore une fois, je ne peux pas vous l'expliquer théoriquement en 5 minutes, il faut que vous vous entraîniez. Sachez que c'est normal si vous avez du mal à comprendre. Une grande partie de la confusion vient juste de la syntaxe avec les étoiles, les symboles et commerciales au moment de la déclaration de la variable pointeur. Et puis quand on va récupérer ces valeurs, si vous retenez qu'un pointeur c'est une adresse en mémoire et qu'il faut préciser le type de la valeur vers laquelle l'adresse pointe, c'est pas plus compliqué ou abstrait que ça, et ben vous aurez compris les pointeurs. Maintenant qu'on a vu les pointeurs, et j'espère vraiment que vous avez pris le temps de vous entraîner pour essayer de bien comprendre ce que c'est, car ça va être très utile, on peut voir les structures. Comme d'habitude, je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler struct, et puis je vais faire mon programme de base. In min void, le corps de ma fonction, je vais return 0, et disons maintenant que je vais représenter un élève. L'élève aura un nom, un âge, potentiellement des notes. Je pourrais m'amuser à déclarer plein de variables avec une string nom, prénom, et puis lui allouer à cette place, puis à récupérer son prénom. Je pourrais déclarer une autre variable âge, qui aurait une valeur, et puis un tableau de notes, et puis afficher toutes ces variables une par une. Mais maintenant, disons que j'ai pas un élève, mais j'en ai plusieurs. Là, je pourrais représenter les données de deux manières. Soit je m'amuse à faire un tableau pour chacune de ces valeurs, donc disons que j'ai 15 élèves, j'aurai un tableau prénom de taille 15, qui dans ce tableau a 15 chaînes de caractères. J'aurai un autre tableau d'âge. Là aussi, j'aurai 15 valeurs âge pour mes 15 élèves dans un tableau entier. Et puis pareil pour les notes, j'aurai un tableau dans un tableau qui serait 15 tableaux différents dans lesquels il y a des tableaux de notes qui sont des flottants. Et donc j'aurai quelque chose d'assez similaire à un tableur où j'aurai une colonne pour les prénoms, une colonne pour les âges, une colonne pour les notes et puis une ligne pour chaque élève. Mais on sait, il y a moyen de faire ça autrement, c'est avec les structures. Donc les structures, ça va nous permettre de grouper ensemble des variables qui sont liées à un seul objet pour représenter des choses comme des choses du monde réel, comme par exemple un étudiant, un livre, ou bien des coordonnées par exemple pour nous repérer dans l'espace. Donc pour déclarer une structure, il y a un nouveau type qui est le type struct. Et donc dans l'introduction, on avait pris l'exemple des étudiants. Je pourrais donc faire une structure de type student, et les structures, on va leur mettre un S majuscule à leur nom. Donc ici, j'ai student avec un S majuscule, et l'étudiant était composé de plusieurs choses. Il avait d'abord un prénom, il avait aussi un âge, et puis il avait un tableau de notes qui va avoir, disons qu'il y a 10 matières, et donc il aurait un tableau de 10 notes. Et avec les structures, il ne faut pas oublier d'ajouter un point-virgule à la fin de la définition de la structure, et avec ça, on a une structure valide d'étudiant qui est composée d'un prénom, une chaîne de caractères, un âge, un entier, et puis un tableau de notes de nombres flottants. Maintenant, je peux déclarer des étudiants, et pour déclarer un étudiant, je dois le faire comme je faisais avec une variable, avec struct, student, et puis mon étudiant, disons par exemple S1 pour le premier étudiant. Si maintenant je voulais récupérer les valeurs pour l'étudiant, je pourrais m'amuser avec des printf et des scanf, en disant par exemple entrer un prénom, et puis avec scanf, je récupérais une chaîne de caractères avec le flag %s, et là pour accéder au prénom de l'étudiant S1, je dois faire S1 plus prénom. Donc vous pouvez voir prénom, âge et note comme des attributs de l'objet S1. On sait, il n'y a pas de programmation orientée objet, mais c'est ce qui s'en rapproche le plus, donc vous pouvez vous le représenter comme ça. Ensuite, pour récupérer l'âge, je vais dire entrer un âge, et puis avec scanf, on va récupérer %d, et cette fois-ci, on veut bien l'adresse d'un entier, vu que c'est pas un tableau, il lui faut bien son adresse à laquelle on peut accéder avec %s1.âge, et puis finalement, on pourrait s'amuser à récupérer les notes, ce que je ne vais pas faire ici. Donc avec prénom et âge qui ont été récupérés, on pourrait afficher cette fois-ci le nom et l'âge de l'étudiant en faisant un printf, prénom, et puis s1.prénom, et puis âge, qui est un entier, auquel on peut accéder avec s1.âge. Une dernière chose, c'est de ne pas oublier include stdio.h pour que ma fonction de printf et scanf fonctionne. Et maintenant, je peux compiler mon programme. Quand je le lance, on me demande d'entrer un prénom. Je vais dire Alice, entrer un âge, 24. Et là, mon programme a bien enregistré le prénom et l'âge de la personne, et puis me l'affiche. Et c'est donc comme ça que les structures fonctionnent en C. Et donc, comme projet final, je vous propose de manipuler tout ça et de faire une liste de contacts. Donc dans ce projet final, on aura une liste d'autant de contacts que vous voulez, disons 5, et le programme va nous demander de remplir les informations pour chaque contact. Les informations, ce sera leur prénom, leur numéro de téléphone et leur âge. Et une fois qu'on aura entré toutes les informations pour tous les contacts, alors on affichera pour chaque contact ces informations, prénom, numéro de téléphone et âge. Pour faire ce projet, il faudra utiliser une structure et en faire un tableau de contacts que vous allez dans un premier temps remplir et puis sur lequel vous allez boucler pour afficher le contenu de chaque contact dans le tableau de structure. Je vous laisse réfléchir à comment vous pourriez faire ça et puis je vous propose une implémentation.
Donc je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler contact.c et commencer avec int main void. Ensuite, je vais avoir une structure de contact. Je vais donc déclarer struct contact avec un C majuscule. Et dans les accolades, je vais avoir un tableau prénom, prénom qui prendra jusqu'à 50 caractères. Ensuite, un numéro de téléphone qui en prendra jusque 20. Et puis un âge avec un entier âge. Dans mon main, je vais déclarer mon tableau de contact en faisant struct contact contacts au pluriel. Et pour pas rentrer trop d'informations, je vais faire que 3 contacts. Ensuite, j'aurai une boucle for avec for i int égale 0. Tant que i est plus petit que 3, le nombre de contacts que je vais avoir, je vais incrémenter i. Et dans cette boucle, je vais afficher entrée un prénom, prénom que je vais récupérer avec scanf pour contact de i.prénom. Ensuite, je vais faire la même chose avec le numéro de téléphone. Et cette fois-ci, ça sera contact de i.téléphone. Et finalement, pareil pour l'âge. Sauf que là, avec scanf, on lui passe le flag %d. Et il ne faut pas oublier le hyperluette pour avoir l'adresse de âge dans la structure. Avec ça, on a une boucle dans laquelle on devrait demander les informations pour chaque contact. On peut peut-être aussi préciser que on demande des informations pour le contact 1, puis 2, puis 3. Donc dans les printf, je vais ajouter des %d et %d qui sera remplacé par i plus 1. Comme ça, on commence pas par 0, mais bien par 1. Pour que scanf et printf fonctionnent, il faudra inclure stdio.h et avec ça, je peux compiler et tester mon programme. Donc je le compile, on me demande d'entrer un prénom 1, je vais vite rentrer des informations et mon programme se finit sans erreur. Donc je peux passer à la seconde partie du programme qui va être d'afficher ma liste de contacts. Pour afficher ma liste de contacts, je peux utiliser un printf qui affiche une chaîne de caractères et puis dans une boucle, je vais boucler sur tous mes contacts en faisant une boucle qui boucle 3 fois jusqu'à 3, qui est le nombre de contacts qu'on a. Je vais faire for i égale 0. Tant que i est plus petit que 3, on va incrémenter i. Et ensuite, je vais avoir une série de printf qui dira que le contact, avec l'indice du contact qu'on parcourt, donc i plus 1, on a son prénom, prénom auquel on peut accéder avec contact de i.prénom. On a son numéro, auquel on peut accéder avec contact de i.téléphone. Et puis on a son âge, qui est un entier, et auquel on peut accéder avec contact de i.âge. Finalement, notre programme doit retourner 0, et avec ça, on devrait avoir un programme fonctionnel. Donc je peux le compiler puis le relancer. Et là, on me demande d'entrer un premier prénom. Je vais dire Alice, numéro de téléphone, je vais mettre n'importe quoi. Un âge, on va dire 20. Deuxième prénom, ça sera Bob. Numéro de téléphone, encore n'importe quoi, avec un âge. Et puis un troisième prénom, disons Charlie, avec un autre numéro de téléphone qui n'existe pas. Et puis un âge. Et là, j'ai bien ma liste de contacts qui s'affiche, avec mon contact numéro 1 qui était Alice, son numéro de téléphone et son âge. Un deuxième contact avec un prénom, Bob, son numéro de téléphone et son âge. Et finalement, Charlie avec son numéro et son âge. Avec ça, on a un programme fonctionnel et ça marque la fin de 7 heures de tutoriel en C. Encore une fois, je vous conseille de vraiment vous entraîner avec tous les concepts qu'on a vus, surtout les pointeurs. Si vous voulez aller plus loin, je vous conseille de vous renseigner sur la gestion de la mémoire, qui va vous permettre de savoir comment allouer et réallouer des tailles de mémoire quand vous avez des objets, si vous voulez par exemple faire des tableaux de taille dynamique. Mais je vais m'arrêter ici pour ce tutoriel en C, et si vous avez aimé cette vidéo, vous aimerez sûrement la vidéo qui apparaît maintenant à l'écran.